Vraiment du désir de pouvoir vraiment connaître le métier portuaire, métier dans lequel moi j'évolue depuis 54 ans. Je suis dans ce métier portuaire. Donc, avant d'aborder la facturation portuaire, il faut d'abord connaître le milieu portuaire. Connaître d'abord le port. Ensuite, savoir qu'est-ce qui est facturé. Et connaître le port, connaître les différents intervenants sur les marchandises à l'importation comme à l'exportation. Parce que la facturation reprend le coût de passage de la marchandise. Toute marchandise qui rentre au Sénégal ou qui sort du Sénégal vers l'extérieur et qui passe par les différents ports du Sénégal doit subir une facturation. Et cette facturation est appliquée à la marchandise, soit à l'armateur, selon les conditions de contrat. Donc cette facturation, sont appliquées par les différents intervenants sur la marchandise. Connaître d'abord le port autonome. Le port est une frontière. Le port est une frontière, c'est la frontière maritime. Comme vous le savez, il y a 3 frontières. Il y a la frontière maritime, qui est le port. Il y a la frontière aérienne, qui est l'aéroport. Et il y a les frontières terrestres. Donc, toute marchandise qui rentre au Sénégal et qui passe par les différents ports doivent se heurter à la facturation. Cette facturation, ça définit exactement le coût de passage de la marchandise. Tous ces différents intervenants sur la marchandise, à l'import comme à l'export, chacun a sa part dans cette facturation. Donc, il faut les connaître. Donc, le port, l'État a mis en place le port comme frontière. Le port a mis en place ces installations, c'est-à-dire c'est un endroit qui est clos, avec porte d'entrée et sortie, contrôlée par la gendarmerie et par la douane. Toute marchandise qui rentre dans le port est sous douane, tant qu'elle n'est pas sortie, elle est sous la barrière douanière. Donc la douane contrôle. Mais il y a différents intervenants aussi. Donc le port a mis en place ces installations. Il y a ces différents moles, d'abord ces différentes zones. Il y a la zone nord et il y a la zone sud. La zone nord, c'est la zone qui commence par le môle 8, le môle 4. Du môle 4 au môle 8. C'est ça qu'on appelle au niveau du port de Dakar la zone nord. Et la zone sud, c'est du môle 1 au môle 3. Chaque môle, maintenant, est composé de postes à quai. Par exemple, au môle 1, il peut y avoir le poste 13, poste 12, poste 14, ainsi de suite. Et au môle 2, poste 21 ou 22, ça dépend. Ensuite, au môle 3, ça c'est la zone sud. La zone nord à partir du môle 4 jusqu'au môle 8. Et ensuite, il y a la zone des hydrocarbures qui se trouve toujours en zone nord, c'est-à-dire côté Bel-Air. Voilà comment est composé le port. Le port, l'État a mis en place le port et il a mis en place ses installations dans le port. Et l'État dit aux armateurs, écoutez, moi, j'ai mis en place
le port avec ses installations. Et toutes ces installations, je les mets à votre disposition. Vous les amateurs, vous avez des bateaux qui viennent au Sénégal, donc je mets à votre disposition toutes mes installations portées. Tout ce dont vous aurez besoin dans ce port-là, c'est à votre disposition. Donc, mais moyennant des redevances. C'est ce qu'on appelle les redevances. Hein? Communément, tout le monde parle tout le monde ignore ce mot redevance. On dit communément taxe de port, taxe de port. Mais ce que le port encaisse sur les marchandises, ce ne sont pas des taxes. Ce sont des redevances. Parce que si vous le voyez bien, ces redevances subissent la TVA à l'importation si le client n'est pas exonéré. Donc, subissant la TVA, qui est une taxe, montre que ce ne sont pas des taxes. Ce sont des redevances. Le port met en place ces installations utilisées par les bateaux, moyennant maintenant quelque chose, une somme en contrepartie. Voilà ce qu'on appelle communément taxe de port. Et l'habitude de modifier justement ce terme taxe de port-là et de dire redevance sur marchandises. Et il y a les redevances sur les navires, parce qu'un navire qui rentre dans le port, il ne le fait pas gratuitement. Il ne le fait pas gratuitement. Donc, il y a les redevances sur le navire et sur son équipage, mais il y a les redevances aussi sur les marchandises que le bateau laisse ici, ou bien que le bateau prend à partir de ce port de Dakar. Voilà. Je voulais passer par là, c'est très important, parce qu'il faut qu'on sache que ce qu'on appelle taxe de port, partout, même les intellectuels disent taxe de port, mais ce ne sont pas des taxes, ce sont des redevances qui sont appliquées soit sur le navire, soit sur la marchandise. Ensuite, on a les différents intervenants sur la marchandise. Ces différents intervenants sur la marchandise, qui sont-ils? Il y a d'abord le port, comme je viens de le dire, qui reçoit le navire, hein, qui se met à sa disposition. Ensuite, il y a le consignataire du navire. Le consignataire du navire, c'est lui qui représente le commandant. Celui-là, le représentant de l'armateur. On l'appelle le consignataire du navire. Lui, c'est lui qui, le premier à intervenir, à annoncer le navire à son arrivée, avant son arrivée. Vous savez, le port ne peut pas recevoir un bateau qu'il ignore comme ça, pour lui, il frappe à la porte. Non. Le port est informé de l'arrivée du navire bien avant, par le dépôt de ce qu'on appelle l'avis d'arrivée navire, l'avarnage. L'avis d'arrivée navire, la capitainerie du port qui est appelée à réceptionner le navire et à mettre le navire en place dans le port, à le positionner, celui-là qui reçoit l'avis d'arrivée du navire, écrit par le consignataire du navire représentant son armateur, au moins 48 heures avant que le navire ne soit arrivé. Normalement, l'avis d'arrivée navire doit renseigner le port de toutes ses particularités, toutes les spécialités, toutes les particularités du navire. Ses dimensions, jaugeage, net, brut, tout ce que vous voulez. Bon, donc cet avis d'arrivée navire doit informer le navire, le port, d'où vient le navire, quand est-ce qu'il vient ici, après ici, où est-ce qu'il va, et qu'est-ce qu'il vient faire ici, quel type d'escale le navire vient faire ici à Dakar. Là, c'est l'avarnage qui doit en informer le port. Il doit informer le port que le navire vient soit en escale commerciale, c'est-à-dire que ce navire-là vient pour débarquer et ou embarquer de marchandises. C'est ça qu'on appelle l'escale commerciale. Ensuite, ou bien alors que ce navire vient en escale technique. Escale technique, c'est quand le navire vient pour ses propres besoins.
ce navire vient pas pour débarquer ou embarquer de marchandises, mais vient, par exemple, il vient pour souper, pour prendre du carburant peut-être, ou bien il vient pour rentrer en bassin de réparation, parce qu'il y a des pannes de moteur constatées, ou bien alors il vient débarquer un clandestin, ou bien alors il vient pour pour acheter des vivres, parce que dans le navire, il y a des marins qui vivent, et même parfois personnels non marins, qui vivent dans le navire. Donc, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, de faire leur petit, de satisfaire leur désir en alimentation et tout. Donc, s'il manque au navire, si son stock d'aliments, de vivres n'est plus satisfaisant, le navire peut passer dans un port pour se ravitailler. Il y a certains ravitaillements qui peuvent se faire au large du navire, qui ne nécessitent pas même que le navire ne rentre. C'est un ravitaillement, mais parfois le navire préfère rentrer. Ouais, c'est très important. Donc, le consignataire aussi, c'est lui qui, après avoir annoncé le navire, quand le navire arrive, il est avec l'officier du port. Ensuite, il y a un autre monsieur qui intervient, c'est les remorqueurs, donc société de remorquage, qui viendra avec ses remorqueurs, ils viennent remorquer le navire, et l'officier du port va piloter le navire jusqu'au poste qu'il lui a réservé pour ses opérations. Si c'est commercial, jusque là où il doit effectuer ses opérations de débarquement et ou d'embarquement. Bon, arrivé là-bas maintenant, s'il s'agit d'escale commerciale, donc il y a des marchandises à débarquer et ou à embarquer. Et là intervient un autre monsieur, une autre société qui évolue dans le port et qui n'est pas le port, qu'on appelle monsieur manutentionnaire. Le manutentionnaire, c'est lui qui est responsable commercial de ce navire-là parce que devant gérer les opérations physiques de débarquer les marchandises, de les garder jusqu'à les mettre à disposition des clients qui les ont importés contre paiement de tous les frais. Voilà le rôle du manutentionnaire. Il débarque physiquement. Les opérations physiques lui incombent à l'importation. Il garde les marchandises jusqu'à ce que les clients viennent les prendre. Il les met à leur disposition pour la livraison. Contre paiement de tous les frais, comme je viens de le dire. Parce que j'ai dit tantôt qu'une marchandise qui arrive, tous les différents intervenants devraient payer quelque chose. Voilà. Chacun en ce qui le concerne. Le monde qui le concerne. Donc, là, c'est le manutentionnaire. À l'exportation aussi, pour les marchandises à l'export, le manutentionnaire est chargé de réceptionner à leur approche pour embarquement. Le manutentionnaire à l'export réceptionne les marchandises sur l'aire d'embarquement et une fois le bateau arrivé, il effectue les opérations physiques d'embarquer les marchandises. Donc, ce manutentionnaire aussi il fait partie des différents intervenants sur la marchandise. J'ai parlé du port qui réceptionne le navire et qui met ses installations à sa disposition. Le consignataire qui représente l'armateur, qui annonce le navire et qui reçoit ce navire-là, ensuite, et qui est responsable technique et juridique même de cette marchandise. Et ensuite, il y a, au cas où il y a panne de moteur, panne de machine, quelque chose comme ça, il y a le chantier naval du port. Le chantier naval qui est là.
qui est Dakar-Nav. Donc là aussi, il peut intervenir en cas de réparation. Ensuite, si le bateau a besoin de vivre, il y a le commerçant qui est là, qui ne fait que ravitailler le navire en vivre. C'est son rôle. On l'appelle le ship chandler. Le ship chandler, c'est un commerçant qui n'a rien d'autre à faire que, à chaque fois que le bateau a besoin de vivre, le consignataire représentant son armateur va demander sur instruction du commandant de ce qu'il veut, va lancer une commande, soit tant de tonnes de viande, de salade, de pommes de terre, ça dépend du vouloir du commandant, mais le consignataire va se porter garant. Effectivement, comme il s'est porté garant pour que le port puisse accepter le bateau, il va se porter garant aussi si le bateau en escale technique vient pour se ravitailler, soit souder, c'est-à-dire prendre du carburant, et là, en ce moment-là, c'est lui qui lance un bon de commande, le consignataire. Si en cas d'escale technique toujours, le client, le bateau doit débarquer un marin malade, c'est lui, consignataire, qui prend en charge tous les frais, toutes les courses entre le marin malade et les services de santé. C'est lui qui intervient, c'est lui qui est connu, c'est lui qui représente l'armateur. Tout ce dont le bateau a besoin, c'est lui qui s'engage. Voilà. Donc, ensuite, j'ai parlé du port, j'ai parlé du manutentionnaire qui est responsable, qui est prestataire de service, le manutentionnaire. Responsable commercial, prestataire de service, débarque les marchandises, les garde jusqu'à les mettre à disposition pour leur livraison contre paiement de tous les frais. Tous les frais. Ensuite, il y a la douane, le service des douanes, les douanes sénégalaises. Les douaniers, comme vous le savez, ce sont des agents économiques de l'État. Ces agents économiques de l'État, si vous savez que toute marchandise qui rentre dans le territoire national doit s'acquitter de ses droits de douane. Donc, eux aussi, ils sont intervenants sur la marchandise. Ils sont intervenants, ils doivent déclarer, la marchandise doit être déclarée. Qui doit déclarer la marchandise? C'est celui qui représente l'armateur, qui a dit au port, tel bateau, tel jour va venir à telle heure, prenez-le, c'est mon bateau. C'est lui, à l'arrivée du bateau, qui va prendre la documentation, c'est-à-dire les connaissements, les copies de manifestes, les manifestes originaux et tout, et il va saisir, il va rentrer dans le programme de la douane, qui est le programme Gaindé, et là-bas, il va saisir la totalité de la cargaison, connaissement par connaissement, port par port, dans ce manifeste Gaindé. Et une fois saisi dans Gaindé, la douane voit tout. C'est la vitrine. Toute marchandise non saisie en douane, toute marchandise omise d'être saisie dans le programme de la douane considère que cette marchandise n'est pas débarquée. Vous voyez? Et si même physiquement la marchandise est sur le port, on dira que c'est un excédent. Qu'est-ce qu'on appelle un excédent? Quelque chose qui est débarqué et qui n'est pas déclaré. Ça ne devait pas venir. Et pour que maintenant le client puisse sortir cette marchandise-là, il faudrait que ce client-là lui-même, il faudrait qu'il dise au consignataire que vous avez omis tel connaissement en matière, mon transitaire ne peut pas déclarer parce qu'il n'a pas vu, il est rentré dans Gaindé, il n'a pas vu le connaissement. Ouais, c'est très important. Chacun a son rôle. Il y a des cas aussi, en cas de litige, là, on ne peut pas en parler rapidement comme ça. Parce qu'il faut situer les responsabilités à chaque fois et à chaque stade de ce transport maritime, depuis le port d'embarquement jusqu'au débarquement et jusqu'à la livraison. Il peut y avoir des manquants, des avaries et tout, mais là,
les responsabilités peuvent être diverses. C'est très important. Donc, j'ai parlé sommairement les différents intervenants qui seront intéressés du débarquement de la marchandise, le port autonome de Dakar, le consignataire qui a garanti le navire, ensuite le manutentionnaire qui débarque en cas d'escale commerciale, et maintenant le transporteur qui va livrer la marchandise s'il s'agit de marchandises conteneurisées. Voilà, lui aussi, il intervient. Pour tous ces cas-là, il faut savoir que le facturier, avant de savoir comment facturer, il faut qu'il maîtrise tout cela. Le facturier doit maîtriser les différents intervenants sur la marchandise pour pouvoir facturer. Voilà. Dans un premier temps, c'est ça. Maintenant que le port est ainsi fait, on peut parler de facturation. Mais la facturation a toujours existé. Mais à chaque fois, il faut apporter compte tenu des problèmes qui sont rencontrés par-ci par-là, apporter des changements, des modifications de certains textes pour adapter ces textes au temps. Moi, je vous dis que je suis le premier à prendre cette facturation, à rentrer dans un établissement de formation professionnelle et enseigner cette facturation. Je suis le premier à le faire. Et jusqu'à présent, je ne vois pas aussi un autre formateur. Il y a des facturiers. Il y a des facturiers à Dakar. Il y a de très bons facturiers qui sont à Dakar, dans les sociétés de manutention, dans les sociétés de consignation et au port autonome même. Donc, mais ces facturiers-là n'ont pas jusque-là pensé, ou bien même peut-être que c'est parce que au niveau de la formation, la facturation portuaire n'est pas connue du tout. Comme je le dis, effectivement, ce n'est pas connu du tout dans le milieu de formation professionnelle. Ceux qui facturent ont été effectivement formés, comme moi-même j'ai été formé dans le tas. Même après mon bac, moi j'ai fait le cours de technicien de commandement, option administration à la force aussi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mes contacts avec les personnes. Ensuite, je suis sténodactylographe au Centre national d'études professionnelles. Là, je l'ai fait aussi. Mais je n'ai pas travaillé tout ça. J'ai préféré rentrer dans le maritime. Quand je rentrais dans le maritime, je ne savais même pas ce que c'était la facturation. J'ai été embauché en 1969 à Sokopa au Sénégal. J'ai commencé par le compte d'escale des navires à faire la frappe des comptes d'escale des navires. Le compte d'escale des navires, vous savez, comme j'ai dit tout tantôt, que l'armateur étant représenté ici par le consignataire, les comptes, la comptabilité de cet armateur-là doit être gérée par le service consignation. Tout ce que l'armateur devra aux autres, c'est-à-dire aux prestataires de services qui sont au niveau du Sénégal, c'est-à-dire les marins malades qui sont soignés à Dakar, les marins, les capitaines des navires, pendant la durée de l'escale du navire ici à Dakar, ces marins ou ces capitaines, ces commandants-là, qui sont logés dans les hôtels, l'hôtel va leur facturer. Qui va payer ça? C'est le propriétaire du bateau, c'est l'armateur. Le pilotage du bateau, quand le bateau rentre au port, le port ne donne pas cadeau. Le port facture le consignataire qui facture l'armateur, le propriétaire du bateau. Le séjour que le bateau fait sur les quais, si le bateau a fait 30 jours au port, il va tous les jours souvent être payé jusqu'à sa sortie. Rien n'est gratuit sur le bateau. Donc, je veux dire que la facturation,
touche et le bateau est son équipage, mais touche aussi de l'autre côté, de l'autre volet, la marchandise. La partie facturation sur les prestations sur le navire et concernant le navire et son équipage sont facturées à l'armateur. Et maintenant, les prestations sur les marchandises touchent maintenant la marchandise. Donc, celui qui a importé ou celui qui exporte. Voilà, donc la facturation, il faut savoir qu'est-ce qu'on facture et au vu de quoi on facture. Donc, je dis que la facturation, moi, quand je suis embauché en 1969, j'ai trouvé des tarifs. Et comme j'ai l'habitude de l'enseigner aussi à l'école de douane, au centre de traitement et ailleurs, je leur dis que nul n'est connaisseur. Il faut jamais facturer sans consulter le tarif, parce que le tarif est fait de façon que si on ne peut pas le mettre à côté dans le sac et puis facturer. Parce que c'est un guide. Ce n'est pas un compagnon, c'est un guide. Quand une marchandise arrive, vous devez facturer, consultez le tarif, regardez l'élément que le client veut qu'on facture, situez l'élément dans votre tarif et dites ce que dit le tarif. Comment facturer? Le tarif vous dira que telle marchandise, vous ne pouvez pas la facturer sans avoir le poids. Cette marchandise, vous ne pouvez pas la facturer sans savoir si elle est en conteneur ou en conventionnel. Cette marchandise, vous ne pouvez pas la facturer sans savoir que si c'est un conteneur, quel type de conteneur c'est un 20 pieds ou c'est un 40 pieds. Ensuite, c'est un conteneur reefer, avec frigo ou pas. Pourquoi? Parce que les conteneurs frigo ont une facturation spéciale qui viendra s'ajouter, c'est-à-dire le branchement des conteneurs à quai jusqu'à leur enlèvement. Donc, il faut toujours consulter les barèmes que vous avez. Donc, voilà, c'était la facturation. Il fallait toujours consulter le barème, consulter les barèmes. Le port a mis en place son barème, qui est une barème de redevance sur le navire et une partie redevance sur la marchandise. Ce qu'on appelle partout et nulle part, on dit toujours taxes de port. Mais ce ne sont pas des taxes, c'est des redevances. Donc voilà, le port a mis en place ces barèmes. Ces barèmes reprennent les marchandises dans l'ordre alphabétique. Et chaque marchandise correspond à une unité payante, à une position tarifaire, et chaque position correspond à un tarif. Donc, il faut regarder le barème, il faut consulter le barème avant d'agir. Et il arrive qu'il y ait une marchandise qui n'est pas répertoriée dans ce barème, et vous, en tant que technicien en facturation, vous ne pourrez pas dire au client que je ne connais pas votre produit. Oui. Parfois, il y a une façon de gérer la facturation. Vous avez une marchandise, par exemple un client qui importe une marchandise, et sur cette le libellé de la marchandise, on a mis un nom que vous ne connaissez pas. Demandez au client ce que vous avez importé, c'est quoi. Vous n'êtes pas censé connaître tous les produits. Il vous dira que la destination de mon produit, c'est pour faire ceci, cela. À partir de ce moment, il va vous guider un peu. Ça va vous rapprocher d'un produit qui est dans le tarif que vous pouvez justement fixer. Ou bien alors, vous procédez par des assimilations de produits selon leur ressemblance. Par exemple, un produit qui est cité sur le connaissement du client et qui n'est pas nommément repris dans le barème. Si vous connaissez ce produit et votre seul problème, c'est que ce produit n'est pas nommément repris dans le barème, et là, quel est votre problème? Vous pouvez consulter maintenant les synonymes de ce produit-là. On peut les assimiler selon leurs synonymes. Qu'est-ce qu'on appelle synonyme? Appellation différente, mais même produit. Donc voilà
le facturier va faire des taxations gauche-droite pour consulter, pour trouver justement le juste milieu, pour ne pas surfacturer ou bien pour ne pas surfacturer. Par exemple, moi, j'ai sur un connaissement, le client est là, il veut payer, il a un connaissement. Son connaissement, qu'est-ce qu'il est repris? Il est repris article de ménage. Je regarde le AA parce que j'ai dit que le barème est une nomenclature euh, qui reprend les marchandises dans l'ordre alphabétique. J'ai des articles de ménage. Je regarde AA, je ne vois pas article de ménage. Moi, je me pose la question, article de ménage, est-ce que je ne peux pas l'assimiler à un autre produit? Article de ménage. Est-ce qu'il n'y a pas une autre appellation qui veut dire la même chose? Je regarde, je réfléchis et je me dis, ah, attention, il y a ustensile de ménage. Je vais à U, c'est alphabétique. À U, je verrai ustensile de ménage, je dis, ah, voilà. Donc, je n'ai pas article de ménage, mais j'ai ustensile de ménage. Donc, c'est la même chose, la position de ustensile peut être appliquée à article de ménage. Je ne vois pas ustensile, je ne vois pas article. Moi, je vois la vaisselle. C'est de la vaisselle. Si je ne vois pas tous ces trois-là et que je vois quelque part une position tarifaire qui répond à des assiettes, hein, à de la verrerie et tout ça, mais je me dis que c'est la même chose. Hein. Il y a les noms propres, il y a les noms communs. Hein. Donc, mais malheureusement, ce que j'ai constaté maintenant, on ne lit pas avec le système des téléphones maintenant, on ne lit plus. On ne lit plus, donc le vocabulaire tend à disparaître. Mais le technicien en facturation est appelé à toujours cultiver ses connaissances. À cultiver ses connaissances. Ça qui est important. Donc, on a toujours facturé. On a facturé comme ça. Mais ce qui fait la différence chez moi, c'est parce que moi, j'ai cultivé mes connaissances. Je peux vous montrer des tarifs qui ne sont pas des tarifs appliqués au Sénégal. Je suis allé jusqu'à prendre la tarification en Côte d'Ivoire, celle qui est au port de Conakry. J'ai fait des rapprochements avec notre position, avec notre tarification. J'ai dressé des états différentiels et je me suis posé des questions, mais pourquoi ils facturent comme ça, nous ne facturons pas comme ça, hein? Et c'est pourtant la même chose, les appellations peut-être diffèrent quelque part, mais le produit c'est le même. Et j'ai fait ce travail-là. Je suis allé aussi jusqu'à poser des questions, à toujours bombarder les clients de questions sur la diversité des marchandises qu'ils amènent, hein, et les différentes destinations, hein, de ces produits. Et ça m'a aidé à avoir enfin, j'ai eu vraiment l'amour de consulter les différents tarifs, de les consulter. Bon, il arrive que moi je me pose la question de savoir, mais ce produit-là, ça quitte le port, c'est un produit fini. Vous voyez, voilà un produit fini qui est importé, le bateau arrive, on le débarque et on l'amène dans la boutique pour vendre ça. Et après, tout de suite à la consommation. Or, je vois un autre produit qui a à peu près son appellation, mais qui est importé par une usine qui le transforme avant que ça rentre dans le marché. Donc, ça m'a poussé à me poser des questions sur les matières premières, sur les produits semi-finis qui viennent et qui sont facturés comme si c'était des produits aptes à être consommés tout de suite. Donc, et qu'ils ont les mêmes positions tarifaires, les mêmes tarifs. Alors, le premier produit, c'est un produit déjà élaboré. Il est prêt. Damay dem ci port bi rek dañuy commerçant bi da koy génne ci port bi yóbbu ko ci magasin ma jaafam mu may ma ci man ma lekk. Beneen produit bi usine moo koy importé ñu génne ko ci port bi yóbbu ko à l'usine. Boo ko lekkee dee, c'est de la matière première, c'est un produit semi-fini. L'usine va transformer encore ce produit-là
Après transformation, il va chercher, il va l'emballer. Emballer que yob soko yobul, raffiner. Donc ces produits-là, ce produit qui quitte le port écran directement dans les rayons de commerce, après être consommé. L'autre produit rentre dans l'usine, subit une transformation coûteuse avant de rentrer dans le marché. Nous, ces deux produits-là, nous avons même ces deux produits-là, nous avons est-ce que le diable? J'ai fait des recherches, j'ai fait des examens là-dessus, et moi je vous dis que voilà exactement celui qui facture, il doit toujours voir, il doit toujours étudier les produits, faire des suggestions sur les produits. L'autre matière première, par exemple, les chiffons industriels. Qu'est-ce que ça veut dire les chiffons industriels? Les chiffons, par exemple, un menuisier qui rabote, un menuisier qui fait ses meubles. Bon, dans l'atelier, il y a beaucoup de poussière. Il faut avoir des chiffons pour nettoyer la poussière. Tout cela. Bon, mais ces chiffons-là, vous les importez en conteneur, vous payez 26 256 francs par tonne. Or, de l'autre côté, les tissus Getzner, les tissus les plus chers du monde, tout neuf, qui viennent, vont payer la même chose que le chiffon. Regardez le baril, c'est ça qui est toujours dans le baril. Moi, j'ai dénoncé tout cela. Les chiffons industriels, la friperie, les vêtements usagés, tout cela qui paye la même chose que les tissus les plus riches du monde en valeur. On met la même position tarifaire. Tout cela, voilà, moi je suis allé jusqu'à penser comme ça, au lieu de penser seulement à ce qu'on m'a écrit. Il y en a qui